On considère souvent la maîtrise de la chaleur comme le plus grand triomphe de notre civilisation. Pourtant, la conquête du froid est une aventure tout aussi extraordinaire, qui après des débuts difficiles, nous a menés à la frontière de l'ultra-froid. Pendant des siècles, le froid est resté un mystère inexplicable. Nul ne savait ce que c'était, et encore moins comment le domestiquer. Pourtant, au cours des 100 dernières années, le froid a révolutionné notre façon de vivre et de travailler. Imaginez des maisons et des supermarchés sans réfrigérateur ni produits surgelés, des gratte-ciel sans climatisation, ou des hôpitaux sans oxygène liquide. La technologie du froid nous semble accessoire. C'est pourtant elle qui nous permet d'explorer aussi bien le cosmos que les profondeurs de notre cerveau. Et les progrès dans le domaine de l'ultrafroid, qui ont notamment engendré les ordinateurs quantiques et les réseaux à grande vitesse, pourraient même modifier la façon dont nous pensons et interagissons. Voici l'histoire des scientifiques et des rêveurs qui, au cours des 4 derniers siècles, sont descendus de plus en plus bas dans l'échelle des températures pour conquérir le froid, enrichir nos vies et tenter d'atteindre la limite ultime, aussi inaccessible que la vitesse limite de la lumière, le zéro absolu. Le froid extrême a toujours occupé une place à part dans l'imaginaire collectif. Pendant des milliers d'années, il est apparu comme une force maléfique, associée à la mort et à l'obscurité. C'était un phénomène inexpliqué. Était-ce une substance, un processus ou un état particulier de la matière? Au XVIIe siècle, nul ne le savait. Mais à Londres, tout le monde pouvait ressentir ses effets lors des rudes hivers qui assaillaient la capitale. À l'époque, l'Angleterre traversait ce qu'on appelle la petite ère glaciaire, et il faisait extrêmement froid. Il faut imaginer un monde où on s'éclairait grâce au feu, et où les gens avaient froid quasiment tout le temps. Ils devaient ressentir le froid comme une présence, une sorte d'agent qui influait sur leur vie. Et ça s'accordait bien avec l'idée dominante que les philosophes avaient héritée des Grecs et d'Aristote des centaines d'années plus tôt. L'idée selon laquelle il y avait 2 éléments dans le monde, le chaud et le froid, qui fonctionnaient symétriquement et pouvaient se combiner ou se séparer. L'homme a alors l'impression d'être à la merci du froid, une force naturelle vue comme un acte divin et inspirant une admiration mêlée de crainte. Quiconque tente de manipuler le froid le fait à ses risques et périls. Le premier à essayer est un alchimiste, Cornelius Drebbel. En 1620, par une chaude journée d'été, il invite le roi d'Angleterre Jacques Ier et son entourage à assister à un événement stupéfiant. Drebbel, qui est aussi le magicien de la cour, a parié avec le roi qu'il pourrait transformer l'été en hiver. Il va tenter de refroidir l'air dans la plus grande salle couverte du royaume, Westminster Hall. Il espère ainsi impressionner le souverain. Il avait un esprit extraordinairement fertile. C'était un inventeur né. Son univers était celui de l'alchimie, des machines à mouvement perpétuel, du temps, de l'espace, des planètes, de la lune, du soleil, de Dieu aussi, car il était très pieux. C'était quelqu'un pour qui la nature représentait tout un monde de possibilités. Le chimiste Andrew Shidlow, qui a toujours été fasciné par Drebbel, est ravi d'incarner le grand magicien de la cour. Comme beaucoup d'alchimistes, Drebbel gardait le secret sur ses méthodes. Mais Shidlow a une idée sur la façon dont il s'y est pris pour fabriquer du froid artificiel.
Pour arriver à la température la plus basse possible, Drebbel savait que la glace était le point le plus froid qu'on peut normalement atteindre. Et il savait sans doute aussi que mélanger la glace avec des sels permet d'abaisser encore la température. Les sels abaissent la température de fusion de la glace. D'après Shidlow, Drebbel a dû utiliser du sel de table ordinaire qui provoque la baisse de température la plus importante. Mais du sel et de la glace n'auraient pu, à eux seuls, refroidir une salle aussi vaste que Westminster Hall. Drebbel aimait inventer des machines complexes, et Andrew Shidlow pense savoir comment fonctionnait celle de l'alchimiste. Il devait y avoir un ventilateur qu'on faisait tourner pour envoyer de l'air chaud sur les récipients froids qu'on voit ici. C'était en quelque sorte le premier système de climatisation de l'histoire. Ce système peut-il vraiment transformer l'été en hiver? L'idée était de mélanger tout ça le mieux possible en à peu près 5 secondes. Andrew Shidlow pose sur une étagère des bocaux remplis de mélanges glacés pour créer les couloirs froids que l'air va traverser. On sent qu'il fait très froid. En fait, je sens de l'air froid tomber sur mes mains. Parce que l'air froid est plus dense que l'air chaud. Et on le sent très nettement sur les doigts. Lorsque l'air ambiant est passé à travers l'étagère de bocaux, sa température descend à environ 10 degrés. Comment le roi a-t-il réagi à cette rencontre avec le froid artificiel? Il a certainement été saisi, dérouté. Peut-être même s'est-il demandé s'il fallait y voir la main de Dieu ou l'action de forces démoniaques. Et il est sûrement parti à la hâte en frissonnant de froid. Si Drebbel avait consigné son expérience, il aurait pu rester dans l'histoire comme l'inventeur de la climatisation. Mais il faudra attendre près de 3 siècles pour que cette idée prenne enfin son essor. D'une façon générale, la conquête du froid a intéressé des hommes préférant l'expérimentation aux actions d'éclat. L'un des premiers à appliquer la méthode scientifique est Robert Boyle. Boyle est obsédé par une question fondamentale. Qu'est-ce que le froid? Fils du comte de Cork, un riche aristocrate, il met à profit sa fortune pour construire un grand laboratoire. Célèbre pour ses expériences sur la nature de l'air, Boyle devient aussi le premier maître du froid. Convaincu qu'il s'agit d'un sujet important mais négligé, il réalise des centaines d'expériences. Il a passé systématiquement en revue toute une série d'idées sur ce qu'est le froid. Provient-il de l'air? Provient-il de l'absence de lumière? S'explique-t-il par l'existence d'étranges particules, dites frigorifiques, qui le produisent? L'opinion la plus répandue à l'époque, une opinion qu'il avait entrepris de combattre, présentait le froid comme une substance primordiale. Un corps qui se refroidit absorbe ce froid primordial et, en se réchauffant, il l'expulse. Boyle pensait que c'était faux et il a fait des expériences pour le prouver. Boyle est intrigué par la façon dont l'eau se dilate quand elle se transforme en glace. Il veut savoir si cette augmentation de volume s'accompagne d'une augmentation de masse. Il pèse donc un baril d'eau, puis l'emporte dehors, dans la neige, où il le laisse geler toute la nuit. Son raisonnement est le suivant. Si, une fois l'eau prise en glace, le baril pèse plus lourd, alors peut-être le froid est-il vraiment une substance. Mais quand il pèse à nouveau le baril, il constate que son poids est resté inchangé. Il est donc évident pour lui que les particules d'eau s'éloignent les unes des autres,
Voilà ce qui explique la dilatation, et non pas une substance extérieure qui pénétrerait dans le baril. De plus en plus convaincu que le froid n'est pas une substance, mais un phénomène en rapport avec les particules, Boyle repense à d'autres expériences qu'il a faites avec une pompe à air. Son idée était que l'air emprisonné dans ce globe en verre est élastique. Quand vous essayez de le comprimer, il résiste. Cette vision des choses est très étroitement liée à la façon dont il étudie la chaleur et le froid. Son idée est que quand des substances telles que l'air se réchauffent, elles tendent à se dilater, un peu comme si les petits ressorts dont, d'après lui, chaque particule d'air est composée, se détendaient progressivement, prenaient plus de place et se dilataient. D'où sa conclusion que la chaleur est une forme de mouvement d'un type particulier et qu'en se refroidissant, les corps sont animés de mouvements de plus en plus faibles. L'ouvrage le plus long publié par Boyle porte sur le froid. Mais c'est un sujet qu'il juge difficile à étudier. Il se décrit comme un médecin travaillant dans une contrée lointaine, sans outils ni médicaments. Pour explorer efficacement cette contrée du froid, il manque à Boyle un instrument essentiel, un thermomètre précis. Ce n'est qu'au milieu du XVIIe siècle que les souffleurs de verre de Florence commencent à fabriquer des thermomètres calibrés. Il devient alors possible de mesurer en degrés le chaud et le froid. Au lieu de mercure, on utilise de l'alcool bien plus léger. Les thermomètres mesurent plusieurs mètres de long et sont souvent enroulés en forme de spirale. Mais un gros problème subsiste encore, l'absence d'une échelle de température universelle. Il y a différentes manières d'attribuer des nombres aux divers degrés de chaud et de froid. Et ceux qui fabriquaient les thermomètres n'arrivaient pas à s'entendre. Vous aviez quelqu'un à Florence qui en faisait un type, quelqu'un d'autre à Londres qui en fabriquait un autre, et ils n'avaient pas tous la même échelle. C'était difficile d'essayer de standardiser les thermomètres. Imaginez que vous vouliez établir une échelle de température. La solution la plus évidente, comme le savaient les fabricants d'instruments et les expérimentateurs des XVIIe et XVIIIe siècles, c'est de trouver dans la nature une chose dont vous êtes sûr qu'elle a toujours la même température et d'en faire votre point fixe. Une meilleure stratégie encore consiste à trouver deux de ces choses, de façon à avoir un point fixe inférieur, quelque chose de froid, et un point fixe supérieur, quelque chose de chaud, puis de diviser la différence entre ces deux points en 100 petites parties. Le problème était de trouver un phénomène dont on pensait que la température était fixe. Pour le point fixe inférieur, on pouvait choisir la température de la glace juste au moment où elle fond. Ensuite, il y avait un éventail presque infini de candidats possibles pour le point fixe supérieur. Isaac Newton, par exemple, a travaillé dur pour établir ce qu'il appelait une échelle de chaleur. Il a déterminé, par exemple, la température qu'on arrivait tout juste à supporter quand on plongeait sa main dans l'eau chaude. Ou alors la température sous l'aisselle, la température du sang, la température de la cire juste quand elle fond. L'échelle de température la plus simple est conçue par l'astronome suédois Anders Celsius en 1742. Il la divise en 100 parties et c'est elle qui reste la plus couramment utilisée de nos jours.
L'échelle originale de Celsius était inversée. Il avait attribué au point d'ébullition de l'eau la valeur 0 et au point de congélation la valeur 100. Et les chiffres augmentaient à mesure qu'on s'approchait du point de congélation. C'est un autre petit mystère non élucidé dans l'histoire du thermomètre. Pourquoi a-t-il gradué l'échelle de cette façon ? C'est le botaniste Linné, président de l'Académie suédoise des sciences, qui après quelques années a déclaré que c'était aberrant et qu'il fallait inverser les deux points pour obtenir ce que nous appelons aujourd'hui l'échelle Celsius. Il y a cependant une question que personne ne songe à poser. Jusqu'où peut-on descendre ? Y a-t-il une limite inférieure absolue ? L'idée qu'une telle limite puisse effectivement exister va marquer un tournant dans l'histoire du froid. Tout a commencé avec le physicien français Guillaume Amonton. Il faisait des expériences où il chauffait et refroidissait des volumes d'air pour observer leur dilatation et leur contraction. Maintenant, on va mettre de la glace et voir ce qui se passe. Il a remarqué que quand on refroidit un volume d'air, la pression diminue. Et il s'est demandé ce qui se passerait s'il continuait à le refroidir. En étudiant la température par rapport à la pression, Amonton constate que quand la température diminue, la pression en fait autant, ce qui lui donne une idée extraordinaire. Amonton a commencé à s'interroger sur ce qui se passerait si on prolongeait cette ligne jusqu'à ce que la pression soit égale à 0. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'est apparue l'idée d'un zéro absolu de température. Zéro pression, zéro température. C'était une idée révolutionnaire quand on y pense, d'imaginer que la température puisse avoir une limite inférieure, un point zéro. Dans la partie supérieure, elle peut continuer d'augmenter à l'infini jusqu'à ce qu'il fasse de plus en plus chaud. Mais peut-être existe-t-il un point zéro où tout commence. On pouvait calculer où se situerait ce point zéro. Amonton n'a pas fait ce calcul, mais d'autres l'ont fait plus tard, et ils ont obtenu une valeur qui n'était pas très éloignée de la valeur moderne, environ moins 273 degrés Celsius. D'un seul coup, Amonton réalise que si la température peut continuer à augmenter à l'infini, elle ne peut pas descendre plus bas que ce point absolu. Mais pour lui, c'est une limite théorique, pas un objectif qu'il faut tenter d'atteindre. Avant que la science puisse progresser en direction de ce point zéro, bien inférieur aux températures les plus froides trouvées sur Terre, il faut résoudre une question fondamentale. Pour la plupart des scientifiques, il ne fait désormais plus aucun doute que le froid est simplement l'absence de chaleur. Mais savoir ce qui se passe exactement quand on chauffe ou refroidit une substance suscite toujours de vives polémiques. L'argumentation d'hommes comme Amonton reposait entièrement sur l'idée que la chaleur est une forme de mouvement et que les particules se rapprochent les unes des autres à mesure que la substance dans laquelle elles se trouvent refroidit. Malheureusement, la science du froid est sur le point de subir un sérieux revers. L'idée que le refroidissement est dû au ralentissement des particules commence à tomber en défaveur. À la fin du XVIIIe siècle apparaît une théorie concurrente. Une théorie extrêmement séduisante, mais totalement fausse. Baptisée la théorie du calorique, elle a pour fer de lance le grand chimiste français Antoine Lavoisier. Comme la plupart des savants de son temps, Lavoisier est un riche aristocrate qui finance lui-même ses recherches. Lui et sa femme, qui l'assistent dans ses expériences, font même réaliser leur portrait par le célèbre peintre David. Lavoisier réalise des expériences pour étayer l'idée que la chaleur est une substance, un fluide sans masse, qu'il appelle le calorique.
il a toujours été très préoccupé par l'idée qu'il y avait dans l'air atmosphérique un élément qui pénétrait dans les corps et qui modifiait leurs conditions. L'exemple le plus simple, c'est de dire que s'il y avait de la chaleur venant de l'air atmosphérique qui se projetait sur de la glace, la chaleur entrait dans la glace et la glace devenait de l'eau. Pour mesurer le calorique, Lavoisier conçoit un appareil auquel il donne le nom de calorimètre. Il remplit de glace le compartiment extérieur et réalise dans le compartiment intérieur des expériences générant de la chaleur et incluant parfois des animaux. Son but est de déterminer la quantité de calorique dégagée. Il recueille l'eau issue de la fusion de la glace et la pèse pour calculer la quantité de calorique générée. C'est un modèle très difficile à réfuter si vous acceptez qu'il existe une substance sans masse. Pour Lavoisier, la chaleur, le calorique, est un élément au même titre que l'oxygène ou l'azote. L'oxygène gazeux est fait d'oxygène et de calorique. Enlevez le calorique et l'oxygène pourrait se liquéfier. C'est un modèle très difficile à remettre en question parce qu'il explique beaucoup de choses et aussi parce que Lavoisier était un chimiste très éminent. Pourtant, sa théorie du calorique a rapidement été mise à mal. Un homme est convaincu que Lavoisier se trompe et il est déterminé à réduire à néant la théorie du calorique. Son nom, le comte Rumford. C'est un personnage haut en couleur. Né en Amérique, il a espionné pour le compte des Anglais pendant la Révolution américaine et après avoir été forcé à l'exil, est devenu ministre de l'électeur de Bavière. Parmi ses diverses responsabilités, il est chargé des manufactures d'armes. Et c'est là, dans les années 1790, qu'il commence à réfléchir à la manière dont il va pouvoir réfuter la théorie du calorique grâce au forage des canons. Rumford a remarqué que la friction produite par le forage d'un canon générait beaucoup de chaleur. Il décide de faire des expériences pour la mesurer. Il modifie la machine pour qu'elle produise encore plus de chaleur en l'équipant d'un foret émoussé dont l'extrémité est immergée dans l'eau. À mesure que le foret s'enfonce dans le canon, la température de l'eau augmente jusqu'au point d'ébullition. Plus le forage dure longtemps, plus la quantité de chaleur produite est importante. La théorie que Rumford avait élaborée sur le calorique à l'issue de ses travaux sur le forage des canons était l'antithèse de la théorie de Lavoisier, puisque Lavoisier pensait que la source de la chaleur et du calorique était dans l'air atmosphérique et que Rumford a très bien démontré qu'en réalité, la source de la chaleur, c'était la friction sur le métal. Malgré tous les efforts du comte Rumford, la théorie de Lavoisier reste dominante jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Son prestige scientifique est tel que peu osent remettre ses idées en question. Un prestige qui ne le protège pourtant pas du chaos de la Révolution, qui va bientôt interrompre ses recherches. Au plus fort de la terreur, il est arrêté, puis guillotiné. Il n'a pas été guillotiné à cause de ses recherches scientifiques, mais parce qu'il faisait partie des fermiers généraux chargés de collecter les impôts, et que rien n'était plus impopulaire qu'un collecteur des impôts. Après son exécution, sa femme a quitté la France et a rencontré Rumford quand celui-ci s'est installé en Europe occidentale au début des années 1800. Rumford l'a épousée. Il a donc épousé la veuve de l'auteur de la théorie qu'il voulait contredire. Rumford est un homme très ascétique, très autoritaire.
qui ne boit pas de vin, qui mange peu, qui n'aime pas la vie sociale, qui ne s'intéresse en fait qu'à la science et qui a ses idées philanthropiques de soupe populaire, de fourneaux économiques, enfin, tout sujet qui laisse Madame Lavoisier complètement indifférente. Il l'empêche de sortir, il l'empêche de recevoir des amis, elle se venge en arrosant ses roses avec de l'eau bouillante. Bref, la vie devient intenable et tout Paris se moque d'eux parce que leur couple devient assez ridicule. Et au bout de 4 ans donc de vie conjugale, ils divorcent. Après avoir quitté Madame Lavoisier, Rumford consacre le reste de sa vie à son premier amour, la science. Il faudra attendre près de 50 ans pour que sa théorie de la chaleur et du froid soit enfin acceptée. Il continue d'encourager la science en fondant la Royal Institution de Londres. Et c'est dans cette ville que va survenir la prochaine grande avancée dans la conquête du froid. En 1823, Michael Faraday, un jeune et brillant savant qui deviendra célèbre pour ses travaux sur l'électricité et le magnétisme, réalise par hasard une expérience qui va faire reculer la frontière du froid et entamer la descente vers le zéro absolu. On lui a demandé d'explorer les propriétés d'un nouveau gaz, le chlore. Il prend des cristaux de chlore et les fait chauffer à l'extrémité d'un tube scellé. Il plonge l'autre extrémité du tube dans un bain de glace. Rapidement, il voit se dégager du chlore gazeux de couleur jaune. Arrive alors un visiteur, le docteur Paris. Celui-ci lui fait remarquer la présence d'une substance huileuse au fond du tube. Curieux d'en savoir plus, Faraday décide d'ouvrir le tube. Mal lui en prend. Sous la pression, le tube explose et le liquide huileux disparaît mystérieusement. Le lendemain, Faraday reconstitue ce qui s'est passé. L'augmentation de la pression à l'intérieur du tube fermé a provoqué la liquéfaction du gaz. Par la suite, il utilise la même technique pour liquéfier de l'ammoniac. Il constate que lorsqu'on libère la pression, le liquide s'évapore et la température baisse fortement. Il prédit qu'un jour, ce phénomène de refroidissement sera peut-être utile. Il y a de fortes raisons de croire que cette technique de refroidissement à l'ammoniac sera utilisée avec succès pour conserver des substances animales et végétales à des fins alimentaires. L'idée d'utiliser l'ammoniac comme réfrigérant est très en avance sur son temps, et Faraday n'est guère intéressé par l'exploitation commerciale. De l'autre côté de l'Atlantique, un entrepreneur américain mu par une philosophie très différente est sur le point de commercialiser le froid. Une conversation avec son frère oriente Frédéric Tudor dans une voie qui va faire de lui l'un des hommes les plus riches d'Amérique. L'histoire raconte que pendant le dîner, ils étaient en train de se demander ce qui pourrait leur rapporter de l'argent dans la ferme de leur père. Il y avait des tas de cailloux, mais personne ne paierait pour ça. Alors ils ont pensé à la glace, dont certaines régions étaient dépourvues. L'idée paraissait folle, mais elle s'est avérée payante. Tudor commence à collecter de la glace sur les étangs de la Nouvelle-Angleterre. Et il se rend vite compte qu'il a besoin d'instruments spécialisés pour répondre à la demande. Il y avait de nouvelles scies qui représentaient une nette amélioration par rapport aux vieilles scies à bois, parce que leurs dents étaient aiguisées des deux côtés et elles coupaient lors des deux mouvements de va-et-vient. Une équipe dégageait un étang d'1,5 hectare en 2 jours. Le rêve de Tudor, mettre la glace à disposition de tous, ne se limite pas à la Nouvelle-Angleterre. Il veut l'expédier dans des régions chaudes comme les Caraïbes et le sud des États-Unis.
Quand il a essayé de convaincre les propriétaires de bateaux de transporter sa cargaison de glace, ils ont tous refusé parce qu'ils ne voulaient pas d'eau à l'intérieur de la coque. Il a donc dû trouver des investisseurs pour financer l'achat d'un bateau baptisé The Favorite. La Nouvelle-Angleterre devient le réfrigérateur du monde. Des cargaisons de glace partent vers les Caraïbes, l'Amérique du Sud et l'Europe. Tudor atteint même l'Inde et la Chine. Regardant les coupeurs de glace travailler sur l'étang de Walden, l'écrivain Henri Thoreau s'émerveille de penser que l'eau où il se baigne parcourt la moitié du globe pour finir dans la tasse d'un philosophe des Indes orientales. Rapidement surnommé le roi de la glace, Tudor commence à utiliser des chevaux et des armées d'ouvriers pour exploiter des volumes de plus en plus importants et faire face à une demande croissante. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'industrie de la glace finit par employer des dizaines de milliers de personnes. Tudor est devenu le plus gros distributeur de glace et l'un des premiers millionnaires américains. Un seul de ses bateaux partant pour les Caraïbes lui rapportait $6 000. Et ça, à une époque où les gens gagnaient 200 ou 300 $ par an. Gagner des milliers de dollars paraissait inconcevable. Même en perdant 20% de la glace pendant le voyage, les bénéfices étaient colossaux. La réussite de Tudor repose sur une propriété remarquable de la glace. Il faut autant de chaleur pour faire fondre un bloc de glace que pour porter la même quantité d'eau à environ 80 degrés. Ce qui veut dire que la glace met longtemps à fondre, même quand on l'expédie vers des climats chauds. Ce qui a débuté comme une petite entreprise familiale devient un commerce mondial. Frédéric Tudor a réussi à industrialiser le froid de la même manière que les grands pionniers de la vapeur ont domestiqué la chaleur. Dans les années 1830, la révolution industrielle bat son plein. Mais pour que puisse s'accomplir l'étape suivante dans la conquête du froid, il faudra paradoxalement attendre l'apparition des machines à vapeur et le principe de la conversion de la chaleur en mouvement. C'est en effet seulement ensuite que seront mises au point les premières machines capables de produire une réfrigération artificielle. Combien de travail utile pouvez-vous tirer d'une certaine quantité de chaleur? Au début des années 1800, cette question était devenue le problème économique le plus important d'Europe. Pour faire des bénéfices, il fallait convertir efficacement la chaleur en mouvement, sans gaspiller de chaleur et en obtenant le maximum d'effets mécaniques. Le premier à s'attaquer réellement au problème est un jeune ingénieur français, Sadi Carnot. Pour lui, améliorer l'efficacité de la machine à vapeur pourrait aider à redresser l'économie française après la défaite de Waterloo. Au Conservatoire des Arts et Métiers, il commence à étudier comment une machine à vapeur transforme la chaleur en travail mécanique. L'originalité de la démarche de Carnot, selon moi, a été de montrer que pour extraire de l'énergie, du travail, d'une machine à vapeur, il faut une source de haute température, la chaudière, et une source de basse température, le condensateur. Et l'essence de la machine à vapeur, pour Carnot, c'est que la chaleur passe de la haute température de la chaudière à la basse température du condensateur. Dans les machines à vapeur, tout indique que la chaleur s'écoule autour de la machine et que lorsqu'elle s'écoule, la machine produit un travail mécanique.
La conséquence, c'est que la chaleur n'est ni consommée ni détruite. On la fait simplement circuler et elle produit un travail. On peut donc établir une analogie entre la chaleur d'une machine à vapeur et l'eau d'un moulin à eau. C'est l'écoulement de la chaleur qui fait que la machine à vapeur fonctionne. Carnot compare l'écoulement de la chaleur à l'écoulement de l'eau sur une roue à aube. Il note que la quantité de travail mécanique produite dépend de la distance sur laquelle l'eau chute. L'idée nouvelle, c'est que la machine à vapeur fonctionne de la même manière, sauf que cette chute est une chute de température entre la partie la plus chaude et la plus froide de la machine. Plus la différence de température est importante, plus on produit de travail. Carnot expose cette idée dans un livre écrit pour le grand public. Au lieu d'être salué par la communauté scientifique comme un ouvrage de référence, celui-ci est donc largement ignoré. Voici ce livre, la seule publication de Carnot, Réflexions sur la puissance motrice du feu, de 1824. Un petit livre de 118 pages, tiré à 600 exemplaires seulement, et passé pratiquement inaperçu de son vivant. 20 ans après sa publication, le physicien écossais William Thomson veut absolument s'en procurer un exemplaire. Il se trouve ici à Paris et passe un temps fou à aller voir les libraires, à aller voir les bouquinistes, installés sur les quais de la Seine, en leur demandant le livre. Mais tous lui répondent qu'ils n'en ont jamais entendu parler. William Thomson, le futur Lord Kelvin, l'un des fondateurs de la nouvelle science de la thermodynamique, finit par en dénicher un exemplaire. Les idées de Carnot aident à définir deux lois fondamentales régissant les flux d'énergie. La première dit que l'énergie peut être convertie d'une forme à une autre, mais ne peut jamais être créée ou détruite. La seconde énonce que la chaleur ne s'écoule que dans une seule direction, du chaud au froid. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette nouvelle conception de l'énergie ouvre la voie à la production artificielle du froid. Tout cycle de réfrigération est basé sur l'écoulement de la chaleur du chaud au froid, qu'il s'agisse d'un réfrigérateur ou d'une machine à glace fonctionnant à vapeur. Dans la première étape de ce cycle, des pistons géants compriment de l'ammoniac en un liquide chaud. L'ammoniac liquéfié est pompé dans un condensateur où il est refroidi. Puis il est envoyé dans des tuyaux passant sous des réservoirs d'eau. Au cours de l'étape suivante, l'ammoniac liquide s'évapore et la température diminue. À mesure que l'ammoniac absorbe la chaleur de l'eau environnante, les réservoirs d'eau se transforment en blocs de glace. Dans les années 1880, de nombreuses villes américaines possèdent des fabriques comme celle-ci, qui peuvent produire 150 tonnes de glace par jour. Pour la première fois, la glace artificielle menace le commerce de la glace naturelle, lancé par Frédéric Tudor. L'appétit des Américains pour la glace est insatiable. Abattoirs, brasseries et entrepôts de nourriture en font une importante consommation. Une fois débitée à la chaîne dans les abattoirs de Chicago, la viande est expédiée en train dans des wagons de marchandises refroidis par des blocs de glace. Livestock on its way to the great meatpacking centers of the nation, to markets everywhere. Food of every sort, safely and quickly delivered in refrigerator cars.
De New York à Los Angeles, les restaurants peuvent désormais servir de la viande fraîche à des milliers de kilomètres des centres d'élevage. Les fruits et les légumes deviennent disponibles hors saison et le régime alimentaire urbain s'améliore, faisant des citadins américains les gens les mieux nourris au monde. Et pour qu'on puisse tout garder au frais chez soi, le livreur vient recharger les glacières lors de sa tournée hebdomadaire. L'origine de la réfrigération remonte aux expériences de Faraday sur la liquéfaction de l'ammoniac au milieu du XIXe siècle. Faraday cherche en fait à descendre plus bas dans l'échelle des températures en liquéfiant de nouveaux gaz. Il atteint moins 130 degrés, puis reste bloqué, car certains des gaz les plus courants ne se liquéfient pas. Il finit par abandonner ce domaine de recherche. Pendant plus de 30 ans, personne ne parvient à descendre au-delà de moins 130 degrés. Et le zéro absolu reste un but inaccessible. Michael Faraday, dans la première moitié du XIXe siècle, avait laissé aux physiciens et aux chimistes une sorte de terre vierge à défricher, ce qu'il appelait les gaz permanents, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, qui semblaient impossibles à liquéfier. C'était comme un no man's land infranchissable. Le défi pour les savants de la fin du 19e était de transformer ces gaz en liquide. Ce n'est qu'en 1873 qu'un physicien hollandais, Van der Waals, parvient à expliquer pourquoi ces gaz ne se liquéfient pas. En estimant la taille des molécules et les forces qui s'exercent entre elles, il montre que pour liquéfier ces gaz en les comprimant, il faudrait les refroidir en dessous d'une température critique. Il a expliqué, du moins en théorie, comment liquéfier ce qu'on appelle les gaz permanents. Mais le défi pratique demeure et devient pour les scientifiques de toute l'Europe une véritable obsession. Cette question des gaz permanents, tout le monde se l'a posée. Il y avait donc pas mal de gens ambitieux en Europe qui essayaient de s'y consacrer. L'un d'entre eux était français, c'était Louis-Paul Cailletet. Il était directeur d'une petite usine de métallurgie à Châtillon-sur-Seine qui fabriquait des chaînes. Cailletet est le premier à liquéfier l'oxygène. Il en fait la démonstration devant d'éminents physiciens à l'École normale à Paris. Désireux d'être reconnu en tant que scientifique, il est ravi d'apprendre qu'il a été nommé pour être élu à l'Académie des sciences. La veille de Noël 1877, Cailletet est arrivé dans cette cour et l'a traversée, pensant vraiment que la séance de l'Académie, au moment où elle parlerait de la physique, allait lui être entièrement consacrée et que ce serait son jour de gloire. En fait, ça s'est passé tout à fait différemment de ce qu'il avait imaginé. Quand on est arrivé à la physique, le représentant à Paris d'une compagnie suisse s'est levé et a dit « Je viens de recevoir un télégramme de M. Raoul Pictet qui annonce qu'il a réussi hier la liquéfaction de l'oxygène. » Surprise de Cailletet, qui se trouvait en quelque sorte volé de son succès et était obligé de le partager avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, quand même, pour sauver la situation, le secrétaire de l'Académie a dit « Je demande qu'on ouvre le pli scellé que M. Cailletet a fait déposer la semaine dernière. » Et ce pli racontait que la semaine précédente, Louis-Paul Cailletet, devant ses amis académiciens, avait à l'école normale répété l'expérience qu'il avait déjà réussi à Châtillon-sur-Seine de liquéfier de l'oxygène. Cailletet prend sa place parmi les autres grands académiciens.
Après avoir liquéfié l'oxygène, il liquéfie l'azote, atteignant ainsi un nouveau record, moins 196 degrés. Mais descendre plus bas représente un énorme défi scientifique, et il se voit contraint d'y renoncer. À la fin du XIXe siècle, les grands explorateurs pénètrent de plus en plus profondément dans les régions les plus froides de la Terre, les pôles Nord et Sud. Cette rivalité pour l'exploration des pôles va de pair avec une compétition moins publique mais tout aussi intense pour atteindre le point le plus froid de l'univers, le zéro absolu. Un point dépourvu de toute forme d'énergie thermique. Parmi les favoris de cette course au froid figure James Dewar, professeur à la Royal Institution de Londres. En 1891, il donne l'une de ses célèbres conférences publiques du vendredi soir sur les prodiges du froid extrême. Dewar est un scientifique écossais astucieux, très ambitieux, à l'esprit très pratique. Il arrivait vraiment à montrer, tant à ses collègues qu'aux spectateurs payants qui venaient écouter ses conférences brillantes, certains des secrets de la nature. Prenez cette balle en caoutchouc. Elle rebondit parfaitement, vous en conviendrez. Mais voyons ce qui se passe après quelques secondes d'immersion dans l'oxygène liquide. Pour réaliser ses recherches, Dewar invente le vase sous vide qui porte toujours son nom. Maintenant, voyons ce qui va se passer. Le froid a joué un grand rôle dans la vie de James Dewar. Enfant, il fait du patin sur un étang gelé en Écosse. Plus tard, il affirmera que son expérience précoce la plus formatrice résulte d'un accident lié à la pratique de ce sport. Après être passé à travers la glace, Dewar a été secouru, mais une fois ramené chez lui, on a découvert qu'il souffrait de rhumatisme articulaire aigu et il est resté alité 8 mois. Comme ses membres menaçaient de s'atrophier, le menuisier du village l'a fait bricoler pour faire travailler ses membres, en particulier ses mains. Et entre autres, il a fabriqué un violon. Il a acquis ainsi des compétences mécaniques qui lui ont servi plus tard quand il a dû concevoir des machines. « 20 ans après la liquéfaction de l'oxygène et de l'azote, personne n'a réussi à franchir la barrière des moins 200 degrés. Il faut tout le génie et la ténacité de Dewar pour concevoir un appareil capable de liquéfier le gaz suivant. Seul le dernier des gaz permanents reste à liquéfier, l'hydrogène, aux environs de moins 250 degrés centigrades. Ce sera le plus grand accomplissement de notre temps, un triomphe de la science. Dewar est déterminé à être le premier à gravir ce qu'il appelle le mont Hydrogène. Mais il n'est pas seul. Son rival le plus redoutable est un brillant néerlandais, Heike Kamerlingh-Onnes. Kamerlingh-Onnes était plus jeune que Dewar et il éprouvait un certain respect pour son aîné. Dewar, lui, ne nourrissait pas des sentiments aussi chaleureux envers son rival dans la course au froid. Dewar est conscient que Kamerlingh-Onnes a une nouvelle conception de la science et qu'il projette de construire un laboratoire de dimension industrielle.
Quand Onnes a pris la tête du laboratoire de physique de Leyde, il n'avait que 29 ans. Il a prononcé son allocution inaugurale ici, dans la salle de conférence de l'Académie à l'université de Leyde. Tout était dans ce discours. Il expliquait quoi faire dans les années à venir. Il parlait de liquéfier des gaz pour rendre les physiciens hollandais célèbres à l'étranger. Il avait une vision à long terme étonnante. Le laboratoire de Kamerlingh-Onnes ressemble à une usine. Il engage des fabricants d'instruments, des souffleurs de verre et une armada de jeunes laborantins surnommés les garçons bleus en raison de la couleur de leur blouse. Plus tard, il crée une école de formation technique qui existe encore aujourd'hui. Dewar et Onnes ne peuvent pas être plus différents. Très secret sur ses travaux, Dewar cache au public certaines parties de ses appareils avant ses conférences. Onnes, lui, commente les avancées de son laboratoire dans une revue mensuelle. Si Onnes est la tortue de la fable, Dewar en est le lièvre. Dewar était un brillant expérimentateur, un homme qui pouvait fabriquer lui-même ses instruments et était partisan de la force brute, c'est-à-dire réunir les instruments, mettre l'expérience en place et essayer de toutes ses forces d'obtenir le résultat souhaité. Kamerlingh-Onnes avait une conception très différente des choses. Il a inauguré ce qu'on appelle aujourd'hui la science lourde. Contrairement à Dewar, Onnes pense que des calculs théoriques détaillés sont indispensables avant de se lancer dans des expériences. C'est un disciple et un proche de Van der Waals dont la théorie a contribué à résoudre le problème de la liquéfaction des gaz permanents. Si leur approche est différente, Onnes et Dewar utilisent un procédé similaire pour tenter de liquéfier l'hydrogène. Leur idée est de descendre par étapes en utilisant plusieurs gaz en cascade qui se liquéfient à des températures de plus en plus basses. Quand on comprime le premier gaz, puis qu'on le laisse se détendre dans un serpentin plongé dans un réfrigérant, il se liquéfie. Le gaz liquéfié pénètre dans le vase suivant, où il sert de réfrigérant au deuxième gaz. Une fois comprimé et détendu, ce deuxième gaz se liquéfie et tombe à une température encore plus basse. Le deuxième liquide refroidit à son tour le gaz suivant, et ainsi de suite. Étape par étape, les gaz liquéfiés deviennent de plus en plus froids. Chacun permet d'abaisser suffisamment la température du suivant pour que celui-ci se liquéfie. Au final, c'est l'hydrogène qui est refroidi. L'idée étant de le soumettre à une pression énorme, 180 fois supérieure à celle de l'atmosphère, et de le libérer brusquement à travers une valve. L'expérience doit provoquer une énorme chute de température, suffisante pour transformer l'hydrogène gazeux en hydrogène liquide, à moins 252 degrés, soit seulement 21 degrés au-dessus du zéro absolu. Et c'était ça qui était risqué, parce que l'appareil atteignait des températures très basses, ce qui le fragilisait et le rendait facilement cassable. En même temps, les pressions auxquelles il était soumis devenaient extrêmement élevées, d'où un risque d'explosion. Il a pris des risques considérables, aussi bien pour lui-même, par son courage, c'était un lion, que pour son entourage. Tous les instruments avec lesquels il travaillait pouvaient se briser ou exploser, et il n'était pas rare que ça arrive. De nombreuses explosions se produisent dans le laboratoire de Dewar. Plusieurs de ses assistants perdent la vue lorsqu'ils sont atteints par des éclats de verre. Dans son carnet, il notait en détail ce qui se passait dans l'appareil, mais pas ce qui arrivait au laborantin. On a l'impression qu'il accordait plus d'importance à ses appareils qu'à ses assistants.
Ses assistants lui étaient fidèles. Ils continuaient de travailler pour lui. Il y a un tableau qui le représente en train de faire une conférence avec 2 de ses assistants. L'un avait perdu un œil, mais le peintre le montre tourné de l'autre côté, si bien qu'on ne le remarque pas. Il y avait donc quelque chose entre Dewar et ses assistants pour qu'ils conservent envers lui une loyauté qui serait presque inconcevable aujourd'hui. À Leyde, Onès est aux prises avec les autorités municipales, si inquiète à la perspective d'une explosion qu'elles ordonnent la fermeture de son laboratoire. Dewar envoie une lettre de protestation, mais le laboratoire d'Onès reste fermé pendant 2 ans. Onès a dû attendre encore et encore et encore. Dewar commençait déjà à liquéfier l'hydrogène et Onès possédait les appareils pour le faire aussi, mais il ne pouvait pas s'en servir et a perdu la bataille avant même qu'elle commence. On est en 1898, Dewar tente depuis plus de 20 ans de liquéfier l'hydrogène et il est enfin prêt pour l'assaut final contre le mont Hydrogène. En utilisant de l'oxygène liquide, Dewar amène l'hydrogène gazeux à moins 200 degrés centigrades. Il augmente la pression jusqu'à ce que les vases soient sur le point d'exploser, puis ouvre la dernière valve de la cascade. Peu après, l'embout s'est obstrué. Mais par chance, il s'est débouché et presque immédiatement, des gouttes de liquide se sont mises à tomber et il s'en est rapidement accumulé 20 cm3. Dewar a liquéfié l'hydrogène, le dernier des gaz dits permanents. Pour le prouver, il prend un petit tube d'oxygène liquide et le plonge dans l'hydrogène liquide. Instantanément, l'oxygène liquide gèle et devient solide. À présent, il n'y a plus de doute. Il vient de produire le liquide le plus froid qui existe sur Terre et s'est approché plus près du zéro absolu que quiconque avant lui. Il s'est dit qu'il avait accompli le plus grand exploit scientifique du monde, qu'il serait acclamé et recevrait tous les prix existants. Ça n'a pas été le cas. Pour Dewar, c'était l'ambition de l'alpiniste. Vous venez de faire l'ascension du plus haut pic qu'on puisse voir aux alentours, et en arrivant au sommet, vous voyez une autre montagne encore plus haute, juste derrière. Cette montagne, c'est l'hélium, un gaz inerte récemment découvert. Van der Waals a prédit que l'hélium se liquéfierait à une température encore plus basse que l'hydrogène, environ 5 degrés au-dessus du zéro absolu. L'hélium est un gaz extrêmement rare et difficile à purifier. Dewar parvient à s'en procurer une petite quantité. Onès, lui, met 3 ans à en réunir assez pour alimenter son gigantesque laboratoire. Pourtant, à mesure que le stock de Dewar s'amenuise, le lièvre commence à prendre du retard sur la tortue. Un jour, alors qu'il travaillait avec de l'hélium, un des assistants de Dewar a tourné un robinet vers la gauche au lieu de la droite. Un bon volume de gaz s'est échappé et ils n'ont rien pu faire pendant 6 mois. Dewar était furieux. Au bout d'un moment, Dewar écrit à Onès pour lui annoncer qu'il se retire de la course, que les problèmes de liquéfaction de l'hélium sont tels qu'il n'y arrivera pas. Les champs de bataille de la science sont au centre d'une guerre perpétuelle dans laquelle il n'y a aucun espoir de victoire finale. Servir dans l'armée de la science, avoir montré l'initiative, suffit à satisfaire l'ambition légitime de tous ceux qui étudient la nature. Merci.
Il est intéressant de voir que les scientifiques sont souvent mus par l'esprit de compétition, par le désir d'être le premier. Et ce qui est vraiment fascinant dans la course au zéro absolu, c'est que l'objectif se déplace au fur et à mesure. En science, la course ne vise pas un objectif prédéterminé. Une fois que vous l'avez atteint, vous ne dites pas « l'histoire est finie et le rideau tombe ». Au contraire, vous découvrez des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. La nature est astucieuse, comme aurait dit Einstein, et elle ne cesse de poser de nouveaux défis que ceux qui avaient pris le départ de la course n'avaient pas prévus. Un jour d'été 1908, Onnes demande à son assistant en chef, Flim, de traverser le fleuve pour le rejoindre. Ils sont enfin prêts à tenter la liquéfaction de l'hélium. Le 10 juillet à 5h45 du matin, toute l'équipe se réunit au laboratoire. Ils ont maintes fois répété la procédure. Leyde est une petite ville universitaire et le bruit se répand rapidement que le grand jour est venu. Il leur faut jusqu'au déjeuner pour s'assurer que le dispositif est purgé de toute trace d'air. À 15h, l'activité est si intense que quand son épouse arrive avec son déjeuner, Onnes lui demande de le nourrir pour ne pas avoir à s'arrêter. Il est tendu vers un seul but. À 18h30, la température commence à tomber au-dessous de celle de l'hydrogène liquide. Il se fait tard et l'équipe en est à sa dernière bonbonne d'hydrogène. S'ils ne parviennent pas à liquéfier l'hélium maintenant, ils vont devoir attendre des mois avant de pouvoir réessayer. L'indicateur de température est bloqué à 5 degrés au-dessus du zéro absolu et Onnes ne sait pas pourquoi. Un de ses collègues arrive et lui dit qu'ils ont peut-être réussi sans s'en apercevoir. Alors, Onnes attrape une lampe électrique, il se faufile sous la machine, regarde, et effectivement, il y a du liquide au fond. De l'hélium liquéfié. Ils ont atteint moins 268 degrés centigrades, 5 degrés au-dessus du zéro absolu, et ont enfin produit de l'hélium liquide. Cet exploit vaudra à Kamerlingh Onnes le prix Nobel en 1913. À cette époque, la technologie du froid connaît un succès planétaire qui dépasse largement les frontières de la science. Dans les foyers, la glacière d'antan est remplacée par le réfrigérateur et le congélateur électrique qui transforment la vie quotidienne. La réfrigération a beaucoup changé la vie des gens. D'abord en ce qui concerne l'alimentation. On pouvait aller faire ses courses toutes les semaines et non plus tous les jours. Acheter des aliments provenant de presque partout dans le monde et les conserver chez soi. Les réfrigérateurs et les congélateurs deviennent vite des symboles de la vie moderne. Mais une autre conséquence des recherches sur le froid a elle aussi un impact considérable sur la vie urbaine, le refroidissement de l'air. 3 siècles se sont écoulés depuis que Cornelius Drebbel a fait son expérience devant le roi Jacques Ier. À présent, à l'aube du XXe siècle, la climatisation est sur le point de révolutionner le monde. Les cinémas comptent parmi les premiers bâtiments à utiliser l'air conditionné. Et dans les années 1920, les spectateurs s'y pressent en été pour échapper à la chaleur. La climatisation repose sur le principe du refroidissement de l'air en supprimant l'humidité par condensation, ce qui permet à un air frais et sec de circuler. Elle devient également de plus en plus courante au travail, surtout dans le sud des États-Unis, où les usines de textiles et de tabac sont presque insupportables sans air conditionné. When employees breathe good air and feel comfortable, they work faster and do a better job. I think some people think that these were nice,
Certains pensent que les gentils patrons rafraîchissaient le lieu de travail par compassion pour leurs employés, mais c'est faux. Le confort était un effet secondaire. En fait, la climatisation servait à assurer la qualité. Elle permettait de contrôler la rupture des fibres dans les usines de coton pour obtenir une qualité constante. Et elle servait à régler le problème de la poussière qui tourmentait les employés des usines de cigares depuis des dizaines d'années. Quand les ouvriers rentraient chez eux, comme la plupart vivaient dans des cabanes non climatisées, ils se félicitaient de leur journée de travail fraîche et agréable. Guess what we've got? An RCA room air conditioner. I'm a woman and I know how much pure... Dans les années 1950, la plupart des foyers s'équipent d'unités indépendantes, faciles à poser. Ce n'est pas juste un appareil électroménager, mais un nouveau mode de vie. La maîtrise du froid transforme la vie urbaine. La réfrigération aide les villes à s'étendre vers l'extérieur, en permettant aux habitants de vivre à grande distance des centres de ravitaillement. La climatisation permet aussi aux villes de gagner en hauteur. Au-delà de 20 étages, la force des vents oblige à garder les fenêtres fermées. Avec les climatiseurs, il devient possible de construire des gratte-ciel de 100 étages. Sont apparues des technologies qui ont permis non seulement de protéger la société humaine des ravages du froid, mais aussi de transformer le froid en une ressource productive et gérable. D'un côté, il y avait le moteur à vapeur, de l'autre, le réfrigérateur. Ces deux grands symboles du 19e siècle ont complètement transformé la société et l'économie de la planète. Tout ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler la commercialisation du froid. Transformer cet élément malfaisant qui inspirait la crainte en une force naturelle exploitable. La croissance explosive du monde moderne doit beaucoup à la conquête du froid. De nombreuses technologies voient le jour à mesure qu'on s'approche toujours davantage du zéro absolu. C'est le cas notamment à Leyde, quand Kamerlingh Onnes et son équipe se mettent à étudier la conductivité électrique à très basse température. Ils remarquent qu'à environ 4 degrés au-dessus du zéro absolu, toute résistance au passage du courant disparaît subitement. La résistance électrique chutait comme si elle tombait d'une falaise. Elle diminuait régulièrement, puis elle disparaissait, ou presque. C'était stupéfiant. Personne n'avait jamais rien vu de tel. Il n'y avait rien sur Terre qui ait une résistance électrique nulle. Par la suite, Onnes invente un mot nouveau pour décrire cet étrange phénomène, la supraconductivité. On a un anneau circulaire composé d'aimants qui produisent un champ magnétique. On place dessus un palais supraconducteur et on lui donne une petite poussée. Le champ magnétique repousse le supraconducteur. Le champ magnétique de la piste induit un courant dans le palais qu'on a refroidi. Ce courant crée à son tour un champ magnétique de sens opposé qui fait léviter le palais. Ça produit un champ magnétique en sens contraire et c'est pour cela qu'il y a répulsion. À mesure que le palais se réchauffe, ses propriétés supraconductrices se dissipent, de même que son champ magnétique induit. La supraconductivité est découverte en 1911, mais il faudra plusieurs dizaines d'années avant qu'on puisse en expliquer le principe. Chaque grand physicien théoricien avait sa théorie. Tout le monde essayait de l'expliquer, mais sans succès. Et les surprises ne font que commencer. Dans les années 1930, on observe un autre phénomène étrange à des températures encore plus basses.
Cet hélium liquide en évaporation rapide se refroidit jusqu'à ce que, à 2 degrés au-dessus du zéro absolu, il subisse une transformation spectaculaire. Brusquement, le bouillonnement s'arrête et la surface de l'hélium liquide devient complètement immobile. On continue d'abaisser la température, mais il ne se passe rien de particulier. C'est l'un des grands phénomènes de la physique du XXe siècle. L'hélium liquide s'est transformé en superfluide qui possède des propriétés vraiment surprenantes. Here I have a beaker with an unglazed ceramic bottom of ultrafine porosity. Normalement, ce récipient au pore minuscule peut contenir l'hélium liquide. Mais dès que l'hélium devient superfluide, il se met à fuir. We call this kind of flow a superflow. L'hélium superfluide est capable de faire des choses apparemment impossibles. Il paraît défier la gravité. Une fine couche peut remonter le long des parois pour s'échapper de son récipient. Cela parce que sa viscosité est nulle. Il peut même produire une fontaine sans frottement qui ne cesse jamais de couler. La superfluidité et la supraconductivité sont des notions déroutantes pour les scientifiques. De nouvelles théories radicales sont nécessaires pour les expliquer. Dans les années 1920, la théorie quantique semble le meilleur espoir pour pouvoir comprendre ces étranges phénomènes. Elle suppose que les atomes ne se comportent pas toujours comme des particules individuelles. Parfois, ils fusionnent et se comportent comme des ondes. Ils peuvent même être des particules et des ondes en même temps. Ce curieux paradoxe est difficile à accepter, même pour de grands esprits comme Albert Einstein. En 1925, un jeune physicien indien du nom de Bose envoie à Einstein un article qu'il n'a pas pu faire publier. Dans cet article, il applique les mathématiques qui régissent le comportement des particules légères aux atomes. Séduit par cette idée, Einstein entreprend des calculs supplémentaires. Il prédit qu'en descendant à de très basses températures, une fraction au-dessus du zéro absolu, il sera possible de produire un nouvel état de la matière obéissant aux principes quantiques. Cet état ne sera ni solide, ni liquide, ni gazeux. On lui donne donc un nom presque aussi étrange que ses propriétés, le condensat de Bose-Einstein. Pendant les 70 années qui suivent, la création de ce condensat reste un rêve. La matière peut avoir différents états. Les atomes portés à haute température forment toujours des gaz. Si on refroidit le gaz, il devient liquide. Si on refroidit le liquide, il devient solide. Mais dans certaines conditions, si on refroidit les atomes jusqu'à des températures très basses, ils subissent une très curieuse transformation, une sorte de crise d'identité. Je vais vous montrer ce que j'entends par là. Quand vous descendez à des basses températures, les propriétés mécaniques quantiques des atomes deviennent importantes. Ce sont des propriétés très étranges, mais chacun de ces atomes commence à avoir des propriétés ondulatoires. Au lieu de points comme ceci, on a des petits paquets d'ondes. Il est très difficile d'expliquer pourquoi, mais c'est ce qui se passe. Maintenant, à des très basses températures, ces paquets d'ondes deviennent de plus en plus longs. Et soudain, si on les refroidit suffisamment, ils commencent à se chevaucher. À ce moment-là, le système se comporte non pas comme des particules individuelles, mais comme des particules qui ont perdu leur identité. Elles ont l'impression d'être partout. Ce petit paquet d'ondes ici est incapable de dire s'il est celui-ci, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Il est là, là et là. Ils sont tous réunis dans un seul grand ensemble quantique. Ils se chevauchent tous, ils font tous la même chose. Disons, pour en donner une bonne approximation, qu'ils sont tout simplement au repos. Ce condensat de Bose-Einstein est très difficile à imaginer. Je peux imaginer ce que c'est que d'être un atome en train de se déplacer librement, de rebondir, d'aller parfois vite, parfois lentement.
Mais dans le condensat de Bose, je suis partout à la fois. J'ai perdu mon identité. Je ne sais plus qui je suis. Je suis au repos et tous les autres atomes sont au repos, sauf qu'il n'y a pas d'autres atomes autour de moi. Nous formons un seul grand système quantique. On ne trouve rien de semblable en physique, ni dans l'expérience humaine. Le simple fait d'y penser suscite en moi l'émerveillement et la confusion. Au MIT, Daniel Kleppner et son équipe ont tenté de produire un condensat de Bose-Einstein avec de l'hydrogène. Tout semblait indiquer que l'hydrogène était l'atome idéal pour la condensation de Bose-Einstein. C'était une expérience visionnaire. Il fallait que nous refroidissions l'hydrogène 1000 fois plus que cela n'avait jamais été fait et obtenir des densités 1 million de fois supérieures à ce qui avait jamais été obtenu. Ça a été une période frustrante parce que nos méthodes étaient si complexes que nous avions du mal à progresser. Il est temps pour la génération suivante de prendre la relève. Deux physiciens qui ont travaillé avec Kleppner partent s'installer à Boulder, dans le Colorado. Ils conçoivent une nouvelle approche. Au lieu de se concentrer sur les atomes les plus légers du tableau périodique, Eric Cornell et Carl Weyman décident de se servir d'atomes métalliques bien plus lourds, comme le rubidium et le césium. Ces atomes géants vont-ils leur permettre de s'approcher plus près du zéro absolu? À l'époque, beaucoup pensaient que les éléments légers comme l'hydrogène et le lithium convenaient mieux. Mais nous avions d'autres idées. Oui, une intuition en quelque sorte. Ils comptent utiliser un rayon laser pour refroidir les atomes, une technique qui a déjà été essayée au MIT. On associe souvent le laser à la chaleur, mais quand on le règle sur la même fréquence que des atomes se déplaçant à une certaine vitesse, le laser peut refroidir ces atomes. Quand le flot de particules lumineuses frappe les atomes voulus dans un nuage de gaz, ceux-ci ralentissent et deviennent donc plus froids. Le refroidissement par laser est une nouvelle technique qui offre la possibilité d'abaisser la température d'un gaz à seulement quelques millionièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Cornell et Weyman ne sont pas les seuls à être enthousiasmés par cette perspective. Un nouveau chercheur a fait son entrée au MIT. Fin 81, début 82, on s'est dit qu'en disposant les rayons laser différemment, on pourrait refroidir les atomes jusqu'à atteindre une densité supérieure. Et ça a marché. Ça a vraiment marqué un tournant. Je n'oublierai jamais notre excitation pendant les réunions, quand on discutait de ce qu'on allait faire ensuite, parce qu'à des densités supérieures, on peut faire beaucoup de choses. Arriverait-on à la condensation de Bose-Einstein ? Soutenu par le MIT, Ketterle construit un laboratoire laser pour tenter de produire un condensat d'atomes de sodium. Voici un four à jet atomique. Sous le papier d'aluminium, il y a une petite chambre à vide où on chauffe du sodium métallique jusqu'à ce qu'il s'évapore. Et c'est avec cette vapeur de sodium qu'on essaye de réaliser la condensation de Bose-Einstein. Le MIT, Boulder et plusieurs autres laboratoires poursuivent le même objectif. Cela rappelle la course pour produire de l'hélium liquide près d'un siècle plus tôt. Comme je dis à mes étudiants, tout ce qui mérite d'être fait doit être fait rapidement, parce que la science ne cesse de progresser, qu'on est mortel et qu'on a envie d'accomplir des choses. Tandis que le MIT s'équipe de couteaux lasers industriels, Carl Weyman adopte une démarche différente.
Durant toute ma carrière de physicien expérimental, j'ai toujours pensé que la technologie jouait un grand rôle. Imaginer une meilleure façon de réaliser une expérience est payant à long terme pour la physique. Parfois, il démontait de vieux télécopieurs pour récupérer les composants qui produisent le laser. Et il les mettait dans un appareil qu'il bricolait lui-même pour faire de la spectroscopie et du refroidissement par laser. Voici notre premier piège magnéto-optique. C'est un appareil en verre dans lequel on pouvait envoyer des rayons laser depuis toutes les directions et piéger quelques-uns des atomes qu'on voulait refroidir. En plus de bombarder les atomes avec des lasers, il les piège dans un champ magnétique intense. On peut avoir toutes les bobines à l'extérieur du système à vide. Ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. On testait divers types de pièges magnétiques, d'imagerie ou de refroidissement. Tout ce qu'on pouvait faire sans être obligé de reconstruire une nouvelle chambre à chaque fois. On a testé 4 pièges magnétiques en 4 ans, au lieu de mettre 3 ou 4 ans pour en faire un. Plus souple et plus rapide, les deux chercheurs de Boulder espèrent battre leur ancien laboratoire. Mais les chercheurs du MIT ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent aussi la victoire. Il y avait une compétition, mais c'était amical. Imaginez 2 sportifs qui suivent les mêmes entraînements, qui s'entraident, qui échangent même des conseils. Mais quand sonne l'heure de la course, chacun veut être le premier. Tous utilisent le piégeage magnétique et le refroidissement par laser. Mais pour s'approcher au plus près du zéro absolu et amener les atomes de gaz à l'état quantique prédit par Einstein, une autre technique est nécessaire, le refroidissement par évaporation. C'est comme ce café. La vapeur qui se dégage est composée des molécules les plus chaudes, et elles emportent plus que leur part d'énergie. Dans le cas des atomes, on les conserve dans une sorte de bol magnétique. Ils se déplacent à l'intérieur, et les plus chauds ont assez d'énergie pour remonter le long de la paroi et tomber en dehors en emportant avec eux bien plus que leur part d'énergie. Les atomes restants ont de moins en moins d'énergie, ils se déplacent moins vite et se regroupent dans le fond. On abaisse alors le bord du piège magnétique pour qu'il y ait toujours quelques atomes qui puissent s'échapper, jusqu'à ce que les derniers atomes restants se réunissent au fond du bol, deviennent de plus en plus froids et de plus en plus denses. Et là, l'évaporation provoque la condensation de Bose-Einstein. La course pour produire le fameux condensat s'intensifie. Dans tous les colloques, Cornell et moi-même donnions une conférence. Nous étions conscients que nous poursuivions le même objectif. On était partagés. D'un côté, c'était flatteur parce qu'ils utilisaient une méthode que nous avions inaugurée. D'un autre côté, ça nous rendait nerveux parce que science rime avec compétition et on voulait être les premiers à réussir. On pensait qu'on le méritait, même si c'est vrai qu'on avait un peu court-circuité le groupe du MIT qui nous avait appris tant de choses. Carl Wieman a été cité dans un article disant qu'il espérait que le groupe du MIT réussirait en premier et aurait le prix Nobel, et que l'équipe de Boulder pourrait faire toutes les expériences intéressantes. C'était gentil, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le 5 juin 1995 est un grand jour dans l'histoire de la physique. L'équipe de Boulder crée enfin ce qu'Einstein avait prédit 70 ans auparavant. Un condensat de Bose-Einstein. Notre première réaction a été de nous dire « Prudence ». Réfléchissons bien, faisons toutes les vérifications possibles pour nous assurer qu'il s'agit vraiment de la condensation de Bose-Einstein.
Un condensat, c'est comme un vampire. S'il est touché par le soleil, il meurt. Son domaine est celui de l'obscurité. Mais on peut le prendre en photo en flashant le faisceau laser très vite. En mourant, le condensat projette une ombre qui est capturée sur la pellicule. Wyman et Cornell ont créé un condensat de Bose-Einstein à partir d'un nuage de 3000 atomes de rubidium. C'est le premier condensat de l'univers, pour autant qu'on le sache. Ils atteignent une température située à 170 milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. La première chose à savoir sur le condensat de Bose-Einstein, c'est que c'est très froid. Dans cette pièce, la température est bien supérieure au zéro absolu. Si la température de la pièce est représentée par Londres, à des milliers de kilomètres, et si ici à Boulder c'est le zéro absolu, la température la plus froide qui soit, à quelle distance le condensat est-il du zéro absolu? Si Londres est la température ambiante et que le zéro absolu se trouve là où je suis, la condensation de Bose-Einstein n'est séparée du zéro absolu que par l'épaisseur d'une mine de crayon. Quelques semaines après l'équipe de Boulder, Wolfgang Ketterle produit un condensat encore plus gros, à partir de 10 millions d'atomes de sodium. Enfin, la mécanique quantique n'est plus un charabia théorique, mais un phénomène observable à l'œil nu. Wyman, Cornell et Ketterle se partagent le prix Nobel de physique en 2001. À propos du prix Nobel et de la cérémonie, ce dont tout le monde se souvient, c'est qu'Eric a oublié de s'incliner devant le roi. Oui, j'ai enfreint le protocole. Et je n'ai aucune excuse, parce qu'on nous avait préparé, on nous avait montré comment s'incliner devant le roi, mais j'ai réussi à tout gâcher au dernier moment. J'ai pensé que Carl, qui venait après moi, ferait la même erreur pour qu'on ne se rende compte de rien. Mais il a été parfait. J'ai été prévenu pour le prix Nobel par un coup de fil à 5h30 du matin. Vous vous levez, vous décrochez et quelqu'un vous dit « Félicitations, vous avez gagné le prix Nobel ». Vous êtes fatigué, votre cerveau fonctionne au ralenti, mais vous vous rendez compte que c'est énorme. Vous ressentez de la fierté pour le MIT, pour vos collaborateurs, pour vous-même. C'est merveilleux de voir que votre travail est reconnu de cette façon. Comme n'importe quelle grande aventure, la recherche scientifique n'offre aucune garantie de succès. Mais pour le père des atomes ultra-froids, la persévérance a fini par payer. Après 20 ans de tentatives pour obtenir un condensat dans l'hydrogène, Daniel Kleppner est enfin arrivé au but. Pendant quelques brefs instants, son rêve est devenu réalité. Nous étions ravis, tout le monde était ravi. On travaillait là-dessus depuis si longtemps. C'était un peu gênant d'avoir été à l'origine de tout ça et d'avoir travaillé d'arrache-pied sans succès et de voir d'autres réussir. Alors, quand on a réussi à notre tour, tout le monde était heureux. Voir 20 ans d'efforts, de patience, de frustration et de ténacité finir par porter leurs fruits à quelque chose de libérateur. Je n'oublierai jamais l'ovation faite à Daniel Kleppner quand il a annoncé qu'il avait réalisé la condensation de Bose-Einstein dans l'hydrogène. Tout le monde s'est levé, c'était comme une symphonie. On poussait des hurrahs, on pleurait, parce qu'on se rendait compte qu'ils avaient fini la course, mais trop tard. C'était eux qui avaient donné l'impulsion à tout ce domaine de recherche, et c'était donc un moment très émouvant. Pour les pionniers qui ont réalisé le rêve d'Einstein et créé des condensats, une extraordinaire décennie vient de s'achever. À présent se profile un nouveau défi, trouver des applications pratiques pour les atomes ultra-froids.
Les bénéfices d'une avancée scientifique mettent parfois longtemps à s'imposer. Beaucoup avaient prédit qu'au XXIe siècle, la Terre serait sillonnée par des lignes à haute tension supraconductrices et des trains maglev à grande vitesse. Aujourd'hui, alors que les ressources énergétiques de la planète s'amenuisent, ces technologies à basse température, autrefois considérées comme coûteuses, vont peut-être prendre leur essor. À présent, c'est la nature quantique de la frontière du froid qui captive l'imagination. Des appareils quantiques super refroidis permettent de suivre l'activité magnétique du cerveau. Et les atomes froids sont transformés en ordinateurs quantiques. Je suis ingénieur quantique. Je manipule des atomes. Pour fabriquer un ordinateur avec des atomes, il faut faire en sorte que les atomes enregistrent l'information, puis la traitent. Pourquoi fabriquer des ordinateurs quantiques? Parce que c'est cool, que c'est amusant et qu'on peut le faire. Vous prenez des atomes, et si vous leur demandez gentiment, ils font des calculs. C'est très amusant. Vous avez parlé à un atome récemment, c'est génial. Apprenez à leur parler, et ils vous répondront. Le monde quantique est le monde de l'ultra petit. C'est comme une contrée sauvage où vous n'êtes encore jamais allé. Tout vous paraît étrange. Vous voyez des choses que vous n'avez encore jamais vues. Mais si vous voulez vraiment voir ce qui s'y passe, vous ne devez pas faire de bruit. Si vous allez dans cette contrée sauvage et que vous faites blabla, blabla, vous ne verrez jamais rien parce que tous ces phénomènes exotiques sauront que vous êtes là et resteront cachés. Si vous faites beaucoup de bruit, c'est mauvais. Et au niveau quantique, au niveau microscopique, le bruit, c'est la chaleur. Pour observer ces effets exotiques et étranges, vous devez être silencieux, très silencieux. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit, ce qui veut dire qu'il faut refroidir les choses. Contrairement aux ordinateurs classiques où chaque décision repose sur un bit d'information, qui est soit un 0, soit un 1, dans le monde quantique, les règles changent. À première vue, un ordinateur quantique n'a rien de spécial. Mais la mécanique quantique est étrange, elle est bizarre. Les ordinateurs quantiques exploitent cette étrangeté. Prenons un bit quantique, ou qubit. Le qubit peut être un 0 ou un 1, mais il peut être un 0 et un 1 en même temps. C'est presque une sorte de calcul parallèle, mais dans l'ordinateur parallèle, un processeur fait une chose, un autre en fait une autre, si bien que vous avez deux processeurs qui travaillent. Dans un ordinateur quantique, il n'y a qu'un seul processeur qui fait les deux choses en même temps. Dans ce vase de Dewar géant, il y a un prototype d'ordinateur quantique entouré d'un aimant supraconducteur à très basse température. À l'avenir, le calcul quantique pourra servir à prédire des interactions quantiques. Par exemple, la façon dont un nouveau médicament agit sur un dysfonctionnement biochimique. Ou à résoudre des problèmes de chiffrage complexes, comme le décryptage des nombres premiers, essentiel pour la sécurité des paiements par carte de crédit sur Internet. Cet univers quantique est une nouvelle terra incognita, rendue accessible par la descente vers le zéro absolu. La science a accompli un remarquable voyage vers des contrées inconnues, bien au-delà des limites étroites de la Terre. Sur l'échelle Kelvin des températures, qui débute à 0 pour le zéro absolu, la température du Soleil est d'environ 5000 K. À 1000 K, les métaux fondent. À 300 K, on atteint la température d'une pièce ordinaire. L'air se liquéfie à 100 K. L'hydrogène à 20 et l'hélium à 4. L'espace intersidéral est à 3 K au-dessus du zéro absolu. C'est l'endroit le plus froid qui existe en dehors des laboratoires. Mais la descente ne s'arrête pas là. Avec les réfrigérateurs ultra-froids,
la virgule décimale se déplace de 3 crans pour atteindre quelques millièmes de K. Avec le refroidissement par laser, elle se déplace de 3 crans supplémentaires pour arriver à 1 millionième de K, soit la température d'un condensat de Bose-Einstein. Et avec le refroidissement magnétique, elle se déplace d'encore 3 crans. C'est la température la plus basse jamais enregistrée qui a été atteinte dans un laboratoire d'Helsinki, 100 picokelvin, ou 1/10 de milliardième de K au-dessus du zéro absolu. Sera-t-il possible de descendre un jour jusqu'au bout pour atteindre le but ultime, 0 K? Arriver au zéro absolu est difficile. Personne n'est jamais arrivé à 0,000 avec un nombre infini de zéros. Le dernier infime fragment de chaleur est de plus en plus difficile à extraire. Et le temps qu'il faut pour l'extraire devient plus long à mesure que la quantité d'énergie impliquée diminue. Si bien que pour y arriver, il faudrait un temps aussi long que l'âge de l'univers, et aussi un appareil de la taille de l'univers, mais ça c'est une autre histoire. Le zéro absolu est peut-être impossible à atteindre, mais la progression vers cette destination ultime a permis de révéler beaucoup des secrets fondamentaux de la matière. Si notre passé a été marqué par la domestication de la chaleur, notre avenir réside peut-être dans la poursuite des efforts pour conquérir le froid. La semaine prochaine, remontons le temps. L'objectif ? Découvrir qui furent ces derniers Romains qui vécurent à Sagalassos jusqu'au 7e siècle.